La télévision d'État russe diffuse fréquemment des images du front qui présentent son armée comme technologiquement et numériquement supérieure. Elle montre aussi des soldats triomphants retrouvant leurs familles, des retrouvailles émouvantes, des remises de médailles et des communautés accueillant leurs héros. La propagande de Poutine dépeint des guerriers nobles, défenseurs de la patrie, revenant chez eux dans la prospérité et le respect. Mais hors caméra, la réalité est bien pire. Derrière l'héroïsme soutenu par l'État se dissimule une catastrophe humaine qui expose le coût réel de la guerre de Poutine, en vie et en argent. Des soldats russes capotent qu'on ne meurent pas seulement en Ukraine, mais détruisent aussi la société russe à leur retour. En 3 ans après le début de l'invasion, des vétérans du front ont tué et mutilé plus de 750 personnes à leur retour. Leurs victimes étaient généralement des proches ou amis, la plupart des crimes étant domestiques. Ces chiffres, plus que des statistiques, montrent un système transformant ses citoyens en armes. Il a mis en place des incitations économiques, profitant uniquement à l'élite militaire et politique, sacrifiant l'avenir de la Russie pour des gains militaires immédiats. Examinons précisément ce qui arrive aux soldats russes lorsque les caméras cessent de tourner. Selon le Kremlin, près de 140 000 soldats russes sont redevenus civils après avoir combattu en Ukraine à la mi-2025. Pour référence, au début de la guerre, la Russie aurait déployé 30 000 soldats la première année. Cependant, le soutien à la réintégration que les médias russes mentionnent fréquemment en parlant des soldats de retour est en réalité un euphémisme bureaucratique pour ce qui s'apparente à une catastrophe sociale en devenir. D'après le Centre d'analyse des politiques européennes et plusieurs médias, de nombreux anciens combattants risquent de souffrir de stress post-traumatique et de tendances violentes. Medusa, média indépendant russe basé en Lituanie, a interrogé des experts impliqués dans des programmes de réhabilitation pour ex-combattants russes, en s'appuyant sur l'enquête menée par la journaliste indépendante Farida Rustamova, également ancienne reporter de Medusa, comme source principale de leurs affirmations. Les sources prévoient une série de problèmes majeurs pour la société, notamment une consommation effrénée de drogue et d'alcool. Cela vient du fait qu'il est peu probable que la Russie fournisse un soutien médical et psychologique prolongé aux soldats ayant subi des blessures extrêmes ou invalidantes. Ce sont généralement ces blessures qui leur ont permis d'être démobilisés de l'armée en premier lieu. Étant donné que l'armée russe a ciblé de manière disproportionnée les zones rurales pour ses campagnes de recrutement, ces soldats de retour sont déjà plus à risque de devenir alcooliques. Confrontés à la perspective de reprendre une vie quotidienne avec un membre vital en moins, et après avoir potentiellement vu des centaines de leurs compatriotes mourir sur le front, ces soldats auront besoin d'un soutien important pendant des années, ce que la Russie pourrait ne pas être en mesure de leur offrir. L'ampleur des problèmes de santé mentale est stupéfiante. Le ministère de la Défense russe a estimé qu'un ancien combattant sur 5 souffre de troubles de stress post-traumatique. La Russie compte moins d'1 thérapeute pour 7000 adultes, et encore moins ont une expérience des traumatismes de guerre. La réponse du gouvernement russe montre qu'une de ses priorités est d'atténuer les effets négatifs de la guerre sur sa population. La Fondation russe des défenseurs de la patrie a obtenu des milliards de roubles pour soutenir les anciens combattants de la guerre contre l'Ukraine et leurs familles. Ces bureaux régionaux aident les soldats revenus à obtenir logement, soins médicaux et autres avantages. Cela est aggravé par le fait que la Russie verse des centaines de milliers de roubles aux soldats déclarés gravement blessés pendant la guerre. Indemnités pouvant aller jusqu'à 4 millions de roubles, soit environ 35 000 $ en août 2025. Cela peut dépasser le salaire de 6 mois, voire 1 an, d'un soldat sous contrat. Ces mesures économiques montrent l'ampleur des problèmes démographiques en Russie. Les soldats et anciens combattants reçoivent rouble sur rouble en compensation et aide. Le reste de la population, y compris les orphelins, les personnes handicapées et les personnes gravement malades, doivent souvent attendre des années pour recevoir des prestations. Ils y ont légalement droit, ou, plus souvent, ils sont tout simplement laissés à eux-mêmes. Ce traitement préférentiel crée une société à 2 vitesses, où le service militaire devient la seule voie d'accès aux services sociaux de base, une société aussi sujette à la corruption et aux abus. Cela pose de nombreux problèmes, notamment que les mesures économiques russes poussent la population à rejoindre l'armée et prolonger la guerre. Ensuite, le complexe militaro-industriel, l'énergie et le commerce avec des pays comme la Chine et l'Inde dépendent tous du fait que la Russie soit coupée du reste du monde, économiquement et géopolitiquement. Le cycle de dépendance à la guerre et aux alliés proches se perpétue, Vladimir Poutine refusant de proposer un accord de paix raisonnable simplement parce qu'il est dans son intérêt de poursuivre la guerre.
pour entretenir l'illusion que la population bénéficie des services sociaux courants dans les pays développés, alors qu'ils sont désormais hors de portée pour une grande partie de la population. Mais tous les soldats ne reçoivent pas l'aide ou l'assistance dont ils ont besoin, ou bien ils n'arrivent pas à se réintégrer correctement dans leur environnement après leur retour. L'issue est assez prévisible, se tourner vers la criminalité. L'augmentation des délits liés aux anciens combattants n'est pas un simple effet secondaire de la guerre. C'est une conséquence directe de la stratégie militaire de la Russie. Les observateurs de la fondation Jamestown, étudiant le retour des anciens combattants d'Ukraine, font des parallèles avec ceux de la guerre soviétique. En Afghanistan, on les appelle Afghansi. Ces soldats ont contribué à la hausse de la criminalité en Russie à la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais cette fois, l'ampleur est exponentiellement plus grande. Alors que la guerre soviéto-afghane a duré une décennie, le déploiement réel des troupes soviétiques était bien plus faible, avec une estimation d'environ 620 000 soldats déployés pendant toute la guerre. Cela s'explique aussi par le fait que la guerre soviéto-afghane fut bien moins meurtrière, avec seulement 15 000 à 25 000 pertes pour l'armée de l'Union. La Russie devrait atteindre 1 million de pertes d'ici la fin de la 3e année de la guerre, en février 2025, et que le déploiement actif est d'environ 70 000 soldats et membres de la garde nationale. On peut estimer sans risque que 1,5 à 2 millions de soldats russes ont été en Ukraine, à un moment donné au cours des 3 dernières années et demie. Et bien qu'il soit incertain combien de ces soldats rentrent réellement chez eux, par opposition à mourir ou être comptés comme pertes, se rétablir puis être remis en service, le nombre impliqué dépassera sans doute celui de la guerre soviéto-afghane. Si ces anciens combattants, appelés Ukraine, rejoignent des politiciens nationalistes, voulant que le Kremlin mène des politiques plus expansionnistes, ils pourraient influencer fortement les politiques et la sécurité, tant dans les grandes villes que les petites. Le recrutement de criminels condamnés a encore aggravé la situation. Le Mediaversga a révélé qu'au moins 190 poursuites ont visé en 2023 des recrues graciés de Wagner. Anciens détenus formés à la guerre moderne et relâchés avec impunité légale, ils sont un cauchemar pour les forces de l'ordre. Cela a conduit à ce que certains experts appellent la wagnérisation du milieu criminel russe. Les groupes criminels recrutent d'anciens soldats comme tueurs ou gardes du corps, incitant leurs rivaux à les imiter et intensifiant la course à l'armement. Ceci est dû au manque de soutien déjà évoqué pour la santé mentale dans le pays. Quand ces anciens combattants sont jugés pour des crimes, ils reçoivent souvent des peines plus légères en raison de leur service pour la patrie. Moscou a aussi instauré une loi contre la discréditation de l'armée russe. Au départ, la loi empêcha essentiellement le journalisme indépendant d'enquêter sur les actions de l'armée russe dans son ensemble. Mais à mesure que la répression de la liberté d'expression se poursuivait, certaines personnes pouvaient craindre les conséquences potentielles de signaler les crimes commis par les anciens combattants de retour. Cela entretient le cycle évoqué. Le service militaire reste l'un des seuls moyens d'obtenir l'aide nécessaire. Pourtant, ce service militaire peut fortement accroître la criminalité en zone urbaine, rendant ces soldats quasiment intouchables devant la loi. Bien sûr, le service militaire en lui-même est loin d'être tout rose pour le soldat moyen, confronté à un manque de progrès sur pratiquement tous les fronts. La Russie a eu recours à des attaques humaines obsolètes pour économiser du matériel militaire précieux et des munitions. L'Ukraine a fortement ciblé les stocks de ses équipements. Utiliser de l'infanterie de base comme seul moyen d'attaquer un pays doté de défense en profondeur, et peut-être du réseau de drones le plus avancé au monde, revient pratiquement à un suicide pour une grande partie des unités engagées. Des informations suggèrent souvent un effondrement total des attaques russes sans équipement de qualité. Cela vient d'une doctrine militaire soviétique obsolète, très centralisée, qui écarte la responsabilité et l'importance stratégique des officiers subalternes près du front. La stratégie russe repose sur des plans rigides, peu adaptables et donc inefficaces. Avec la surveillance renforcée et le partage de renseignements entre l'Ukraine et l'Occident, les soldats russes se retrouvent dans une situation quasi impossible. Être envoyé au front implique un risque élevé de mort. Refuser l'enrôlement les prive des aides gouvernementales. Quand fuir le pays est devenu impossible, certains déserteurs russes ont choisi de se faire enfermer pour éviter la guerre. Eux et leurs avocats doivent constituer des dossiers entraînant des peines réelles, les empêchant de servir dans l'armée dès le début. Même cela ne garantit pas d'échapper à la guerre, la Russie ayant déjà recruté des dizaines de milliers de détenus pour renforcer son armée. Ceux qui ne choisissent pas cette voie essaient d'être réformés de l'armée, ou s'enfuient tout simplement. Selon une enquête d'Histories, au moins 49 000 soldats russes ont déserté entre février 2022 et mai 2025. Pour ceux qui ne peuvent pas s'échapper par la désertion, se rendre aux forces ukrainiennes devient l'option privilégiée. Au moins,
Les prisons ukrainiennes pour les prisonniers de guerre sont considérées comme ayant des conditions bien plus favorables que celles des Russes. C'est l'échec total du moral militaire, quand les soldats préfèrent se rendre plutôt que servir leur pays. Au-delà de l'impact psychologique sur les soldats, l'échec majeur de la guerre est le nouveau statut économique, ou plutôt l'absence de statut, de la Russie. L'économie de guerre instaurée par Vladimir Poutine enrichit apparemment les soldats, mais c'est en fait une colonisation économique qui puise dans l'avenir de la Russie pour financer la destruction présente. Les salaires mensuels varient selon le grade et la participation au combat, mais le salaire de départ est environ 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Cela est aggravé par des primes de recrutement généreuses, qui représentent dans certains cas l'équivalent de 6 à 9 mois de salaire déjà gonflé. Ces augmentations de salaire visent à stimuler le recrutement sans avoir recours à des mesures de mobilisation impopulaires. Voilà pourquoi Poutine parvient chaque année à recruter des centaines de milliers d'hommes pour la guerre. Même ainsi, le nombre de bénéficiaires des primes d'engagement diminue régulièrement. Medusa a découvert que plus d'un tiers des soldats ont signé le contrat au deuxième trimestre 2025 par rapport aux chiffres de la même période l'année précédente. L'augmentation des salaires des soldats repose aussi sur une base de destruction économique. En 2025, les dépenses de défense et sécurité de la Russie devraient atteindre 75% du produit intérieur brut et 40% des dépenses fédérales. Un record inédit depuis la guerre froide de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En parallèle, les dépenses de protection sociale devraient baisser d'environ 16% en un an. Le gouvernement corrompt les soldats avec de l'argent volé à la population et aux générations futures. Pour répondre à ces priorités, le gouvernement a annoncé qu'il réduirait en 2025 les transferts aux fonds de pension et d'assurance sociale de 14 000 milliards de roubles, plus de 17 milliards de dollars. Cela provoque de fortes distorsions économiques. L'économie de guerre capte talents et ressources des services publics. Les secteurs de la santé et de l'éducation souffrent de graves pénuries de personnel, d'infrastructures obsolètes et d'un manque d'investissement. Ces problèmes sont particulièrement graves dans les régions rurales et moins développées, où les services se sont détériorés jusqu'à atteindre des niveaux de crise. Les incitations financières du service militaire posent d'autres problèmes aux soldats de retour, étant donné que le personnel militaire s'est désormais habitué à gagner des millions de roubles par an. Ils seront réticents à accepter des emplois peu rémunérés, une fois la guerre terminée, et beaucoup se retrouveront sans argent. Cette forte baisse de leur niveau de vie risque de les pousser vers la criminalité. Les autorités russes déclarent qu'en mai 2025 seuls 57% des 137 000 soldats démobilisés avaient un emploi. Cependant, selon Défense 24 et Radio Svoboda, la majorité de ces postes sont liés à la sécurité ou au travail manuel. Ils paient seulement 40 000 à 60 000 roubles, 474 à 710 dollars par mois, soit 15 à 25 fois le salaire minimum. Même si cela pourrait être une coïncidence, il est possible que ce soit une stratégie délibérée pour créer une dépendance au service militaire. Les travailleurs gagnant plus de 20 000 roubles par mois en zone de combat ne pourront pas s'adapter psychologiquement à un salaire de 50 000 roubles dans des emplois civils. Le gouvernement a créé une caste militaire dépendante de la guerre pour maintenir son niveau de vie. Et tandis que les soldats bénéficient d'un traitement préférentiel, les Russes ordinaires font face à un abandon systématique de la part de leur gouvernement. En mars 2025, les renseignements militaires britanniques ont indiqué que 160 hôpitaux russes avaient fermé en 2024, probablement en raison du transfert de ressources médicales vers le secteur militaire. L'économie de guerre de Poutine sacrifie aussi l'avenir démographique russe. Actuellement, l'armée russe compte 3% de la main-d'œuvre nationale, soit environ le double de 2020. Les hommes en âge de travailler sont systématiquement retirés du vivier de main-d'œuvre disponible, sans personne pour les remplacer. Et cela empire avec l'impact démographique plus large. Au milieu des années 1990, la Fédération de Russie a eu un faible taux de fécondité suite aux conséquences économiques de l'effondrement de l'Union soviétique. À ce moment-là, le taux de fécondité est tombé à 14 voire 12 avant de remonter légèrement à 18, ce qui reste en dessous du seuil de renouvellement des générations. Combiné à environ 1 million de victimes en 3 ans, une génération d'hommes n'a soit jamais existé, soit a été exterminée pendant la guerre. Cette même génération ne pourra pas rejoindre la population active, ni contribuer à la croissance démographique. Cela crée un vide démographique en Russie, qui prendra des décennies à combler, aggravé par les pertes humaines. Selon les estimations occidentales, près d'1 million de Russes ont été tués ou blessés, privant la Russie d'une génération de jeunes hommes dans la vie économique et sociale.
Ce n'est pas qu'un sacrifice temporaire en guerre, c'est un préjudice démographique durable qui touchera la Russie des décennies. À mesure que leur qualité de vie baisse, on prévoit que les anciens soldats prendront massivement des prêts, ce qui est pratiquement impossible à faire lorsque les banques du pays prévoient des problèmes de liquidité et entrent dans un déficit structurel. Cela va accélérer la spirale de mort économique pour de nombreux anciens combattants qui n'ont pas pu servir assez longtemps dans l'armée pour économiser de l'argent et le transférer chez eux, ainsi que pour ceux qui ont des factures médicales et des frais de rééducation à payer. La grande ironie de l'économie de guerre russe est qu'elle enrichit certains, tout en ruinant l'avenir du pays et appauvrissant les autres. Les entrepreneurs militaires, dirigeants de la défense et responsables publics bénéficient des énormes dépenses, alors que les Russes ordinaires voient santé, éducation et services sociaux privés de fonds. Le budget militaire et gouvernemental russe reste constamment menacé par des facteurs hors de son contrôle. L'Union européenne, le G7 et l'Australie instaurent un plafonnement des prix sur le pétrole et le gaz russe, ce qui vise à réduire encore davantage les revenus potentiels provenant de l'une des seules industries encore rentables du pays. Les prix du pétrole dépendent aussi du marché mondial, où la Russie n'est qu'une petite part. Plus les mobilisations durent, plus de travailleurs quittent le marché du travail. Les soldats qui reviennent ne constituent pas un avantage net pour le budget du pays, car ils reçoivent désormais des prestations, ou deviennent une charge pour les systèmes sociaux et de santé du pays. Chaque mois, les sanctions occidentales s'accroissent, que la Russie évite seulement grâce à son commerce avec la Chine. Cela peut aussi changer si l'Occident attaque encore la Chine. La plupart des banques chinoises ne commercent plus en roubles, craignant d'être exclues des échanges en dollars à cause de leurs liens avec la Russie. La guerre commerciale entre l'Occident et la Russie, menée via la Chine, oblige cette dernière à maintenir une neutralité inconfortable. En soutenant la Russie comme son principal allié, Poutine a instauré un modèle économique dépendant de la guerre. La paix révélerait à quel point les problèmes économiques et démographiques de la Russie sont graves et obligerait le gouvernement à faire face aux énormes problèmes sociaux qu'il a créés. Admettre un problème montre clairement aux rares alliés de la Russie qu'elle n'est plus un partenaire fiable. La Russie, dépendant fortement des exportations de pétrole et de gaz vers la Chine et l'Inde, perdre ses partenaires stratégiques pourrait priver le pays d'un lien vital. La Russie pourrait gagner la guerre, mais risquerait de se ruiner à gouverner un pays détruit, aggravant ainsi ses problèmes démographiques et politiques. Le résultat pourrait très bien être la fin de la Fédération de Russie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ainsi que celle du régime de Poutine. Impossible de prévoir l'avenir de l'ordre mondial après cela, merci d'avoir regardé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui pourrait se passer si Poutine était réellement déposé, regardez cette vidéo. Pour suivre l'actualité sur la guerre mondiale et la géopolitique, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos chaque jour.